Bonjour à tous, bonjour à toutes, de retour avec Jean-Pierre Crépin pour nos émissions Nécronomiquement Vôtres. Alors retour parce qu'on avait déjà fait une émission au mois de novembre, une émission au mois de décembre, mais émission qui a été invalidée pour des raisons techniques majeures, donc on s'était promis qu'on referait un récapitulatif de cette émission de décembre. Donc l'actualité est pas mal chargée quand même. Déjà, on pourra retracer une sorte de bilan de cette année 2015 et aussi passer en revue les actualités les plus récentes liées société, économie avec Jean-Pierre. Jean-Pierre Crépin parmi nous. Salut Nico. Salut Jean-Pierre. Et Jean-Pierre déjà, alors je commence déjà par ça, qui nous fait une offre très généreuse que j'ai lancée hier sur le Facebook et sur le site, sur ta page aussi, sur le site akasha-webradio.com. Tu nous offres pendant 10 jours le livre Crise et Mutation. Oui, tout à fait, puisque là, en fait, comme ça sort en Kindle, avec Charles, on s'est dit... le prix éditeur, c'est Charles aussi qui est l'éditeur avec qui j'ai écrit le livre, Charles Montagny. On se dit, quel prix on met? Je dis, 0. Voilà, on n'a qu'à faire 0, puisque on est dans la période des taux 0. Donc, on ne peut pas faire un prix négatif et payer chaque personne qui le télécharge. On n'est pas assez riche pour ça. Mais enfin, donc, dans la période promotionnelle, si tu veux, une période qui sert Amazon à promouvoir les trucs, et on se dit comme ça, personne ne gagne d'argent sur le truc, Amazon non plus. Donc voilà. Oui, voilà, tant qu'à faire. Elle se conforme, si tu veux, à nos idées. Après, effectivement, ça sortira à 8,99 €, un truc comme ça. Mais là, faut le télécharger là, dans les jours qui viennent. Là. Effectivement, c'est à 0 francs 0 centimes. C'est gratuit, quoi. Sachant que Amazon se palpe pas mal quand même sur les. Sachant que Amazon palpe pas mal en guise de droit, en guise. Ouais, 30%. 30%, c'est pour ça que quand même on encourage à plus aller se porter vers les libraires. Oui, tout à fait. Bon, malheureusement, si tu veux, le marché d'édition étant ce qu'il est complètement sinistré. Là, il y a même Harmonia Mundi qui est en train de fermer aussi tous ses points de vente. Les libraires indépendants, ça va quand même pas très bien, même s'il y a la place des libraires là qui permet que le gouvernement a mis en place pour essayer de trouver des librairies plus près de chez soi et concurrencer un petit peu, enfin on peut plus concurrencer Amazon. Donc le marché de l'édition étant ce qu'il est, il est en train de se restructurer, où soit tu es une personnalité hyper médiatique, tu passes régulièrement à la télé, un fils de... oui, voilà, oui. Ou un mec tu amènes le marketing avec toi en quelque sorte, et là on écrit le bouquin, pourtant on ne demande pas de l'écrire, c'est pas vrai, les mecs qui écrivent des bouquins en 2 mois, ça n'existe pas, et ton bouquin sort et a une large diffusion, y compris dans les hypermarchés. Tu fais référence à Taubira surtout Tu fais référence à Taubira surtout Oui, Taubira, Sarkozy ou n'importe quoi, personne n'écrit des bouquins c'est pas possible, si tu veux. Ou alors, moi je connais pas des gens. 3 pages, écrire 3 pages, c'est déjà bien. Au bout de 5 pages, si tu accordes un minimum d'importance à ce que tu écris et au style, tu es déjà épuisé dans une journée. Tu peux pas aller plus au-delà, quoi. Donc un type qui est capable, rares sont les gens capables. Il y avait Frédéric Dard autrefois et quelques gens dans l'univers du polar, Jean-Jacques Pouy, qui était capable d'écrire un bouquin tous les 2 mois et demi, quoi. Mais bon, ça c'est boum boum boum, c'est quasiment de l'écriture automatique ou du scénario assisté par ordinateur. Mais bon, voilà. Donc le marché de l'édition étant ce qu'il est, bon, quand même très 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 sinistré, si tu veux aussi. Donc soit tu as les blockbusters qui viennent d'ailleurs, qui sont diffusés, mais pour ce type d'essai, le genre de choses que moi j'écris, si tu veux, ils sont plus diffusés en librairie. Les libraires ne diffusant plus que, en gros, les romans, les romans style Nothomb, Houellebecq, enfin les stars du moment, évidemment, ou les Goncourt, etc. Les BD,
Il y a science-fiction et polar qui se vendent encore, si tu veux. Bon, sachant que bon, il y a eu la vague du polar suédois, par exemple, mais Oui, il même y a la série Millennium. noire. Aujourd'hui, la série noire s'est tirée à 1000 exemplaires. Et si ça se vend bien, ils en retirent encore, mais ça se passe comme ça. Euh, donc à un moment, bon bah voilà, faut passer sur des outils, mais là on passe sous des gammes d'outils où c'est quand même clairement Amazon qui fait la loi sur la façon dont il positionnait ton bouquin, etc., etc. C'est Ouais, toi c'est tu comme ça. peux voilà donc D'ailleurs, en les parlant, dés sont jetés maintenant. Hein. d'ailleurs, en parlant de Sarkozy, donc, il va entamer une tournée dans les supermarchés avec son livre. Donc, vous pourrez le retrouver entre le rayon papier toilette et le rayon des bouches WC. On l'a fait, hein, on l'a fait pour Crise et Mutation. On a fait un peu les Fnac et Cultura. Euh, en essayant de quasiment de, mais on l'a fait au moment où c'était 50 nuances de gris. 50 nuances de gris, donc le porno de la ménagère. Donc voilà, c'est ça qui se vendait. C'est d'une manière générale, ce type de les essais s'intéressent peu de gens et puis sauf quand tu t'appelles Attali, qu'on écrit un tous les 6 mois et en se contredisant d'ailleurs Oui, d'un essai à l'autre. l'un sur l'autre, oui, bien sûr. Ça vend toujours parce que voilà, il y a la marque, il amène la marque. Je sais pas s'il vend. Tu penses qu'il vend beaucoup à ta Non, vie? non, c'était plus histoire de faire un test. Puis Charles Hmm. m'avait dit bon bah écoute, on va voir ce que ça donne. Non, mais c'est intéressant. En plus, bon, le format. Alors, peut-être les gens ne savent pas trop ce qu'est le format Kindle. Oui, mais alors il y a Kindle, mais c'est téléchargeable aussi sur smartphone en fait. Ça marche sur les autres applis quoi. Donc, il y a sur Amazon, C'est mobile, je crois, il- mobile. il y a l'appli pour télécharger ce logiciel Kindle, l'appli gratuite pour télécharger le logiciel Kindle pour pouvoir lire. Donc, les e-books en format Kindle. Ah oui, il faut pas hésiter à le télécharger. Non, non, c'est vraiment. En plus, c'est un excellent livre. Et puis, Hmm. un livre assez drôle, finalement. Il y a vraiment des séquences de crise de rire et qui est toujours d'actualité. Hein, que ce soit la fusion de la burqa et du string, le Oui, burkini, aussi, ouais. religion épouse la consommation, la molarisation du capital, la charia du marché. Enfin, il y a tous les grands classiques de l'annéchronomie sont là. Personne n'est épargné. Et en même temps, voilà, c'est un démontage d'illusions en pure, en règle. Moi, je suis très content d'avoir fait ce livre. Et en parallèle, il y avait d'ailleurs si à lecture de ce livre, après lecture de ce livre, de cet e-book, Oui, vous pourrez aussi aller voir dans les archives sur oserimpossible.fr, voir l'archive émission de Jean-Pierre et Charles-Anthony qui dure, je pense qu'elle est postée, si elle n'est pas postée, je vais vite régler ça. C'est une archive qui dure 6 heures et quelques, euh, période IDFM d'une émission faite avec l'ami Jean-Claude Carton, où était l'immense présent. Jean-Claude Carton, on ne peut encore que le saluer de là où il se trouve, parce Bien que sûr. là, c'était le maître des émissions. Là, c'était 10 heures. Ah C'était oui, pas oui, une oui. rigolade, c'était rentré en studio à 10 heures jusqu'à 6 heures du mat, avec irruption d'auditeurs, donc quand même des auditeurs, des gens de la nuit, quoi. Donc les gens qui Et Dieu écoutaient sait, c'est la nuit, on se lâche un peu plus, hein, donc parfois oui, c'était assez sauvage. ça Hein. n'a rien à voir avec les gens de la journée. Hein. Donc c'est vraiment des gens et qui ne se retrouvent pas, qui ne se retrouvaient qu'exclusivement dans les émissions de Jean-Claude qui avait créé son petit îlot de liberté. Hmm. Et ça, c'était vraiment très très intéressant parce que vous pouvez entendre des gens, mais euh, des gens qu'on entend nulle part. Ben oui. Justement, tous ces anonymes qui ne mettent pas leur pain dans les sillons ni de la bourgeoisie, ni des hommes politiques, ni des médias, Ben justement, ces personnes-là, est-ce que et qui c'était ne se pas... représentaient nulle part. Et Voilà. d'un seul coup, paf, comme une armée invisible, tu les voyais surgir avec tous des points de vue, mais vraiment Est-ce que très c'était pas ça affirmés, la très... vraie France pour toi, justement? Ces Hein. personnes-là qui sortaient de l'ombre et qui se lâchaient, on dirait, de la nuit. Est-ce que c'était pas ça, je veux dire, cette vraie France, ces vrais Français, plutôt Oui, que on voit par rapport aux médias, quand on choisit un panel, Dieu sait que quand les médias demandent des témoignages pris dans la rue, c'est toujours un petit peu calculé aussi, non? oui, oui.
Non, non, mais aujourd'hui, moi je le dis souvent, de toute façon, là j'en ai eu la preuve récemment, encore dans la rue, c'est triste à dire, mais les journalistes, ça vaut le SMIC. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils sont rémunérés. Moi, l'autre fois, il y avait je suis tombé sur, en plus, ça me fait chier d'en dire du mal parce que c'est une charmante jeune fille. D'ailleurs, elle allait probablement arrêter pour retourner vivre à la campagne. Elle était une journaliste France 5 qui faisait un reportage sur les mal logés. Elle voulait me dire, bon, chez un copain qui vit un peu dans des conditions un peu folkloriques comme moi. On lui a expliqué même ce que c'était qu'un micro-trottoir. Tu vois, on lui a expliqué, mais vous faites pas de micro-trottoir à France 5, vous arrêtez pas les gens. Donc voilà, non. Aujourd'hui, je crois que ça a été à la fois, bon, il y a eu énormément d'embauches parce que toutes ces chaînes d'infos continues ont fait engager énormément de jeunes, ont donné certes du boulot à des tas de gens, mais en allant tous dans le même sens, qui est, voilà, c'est un sens où on ne peut plus dire la vérité parce que c'est vraiment ce que disait Patrick Lelay, ce sont des régies publicitaires. Ton cerveau disponible, bien sûr. Qui passent de l'information entre des spots de pub, quoi. Donc, c'est de plus en plus affolant. Moi, je regarde souvent, par exemple, BFM Business le matin. Je fais l'émission Les Experts avec Nicolas Dose, BFM qui appartient à Drahi. Oui, bien sûr. Le mec qui a racheté de l'Express, qui a racheté Numéricable, qui a tout acheté à crédit, quoi, le milliardaire à crédit, quoi. Mais c'est un truc hallucinant. Ce sont des gens qui passent leur temps à se galvaniser. Alors avec tous les économistes, en ce moment, dans chaque émission de télé, tu vois un économiste, des économistes à la mode. Alors, les Mathilde Lemoine, les tâches. Alors, tantôt, tous les 2 mois, ils ont plus le même titre. Un coup, ils sont chez Rothschild, un coup, ils sont chez HSBC, un coup, ils sont dans tous les coups, un coup chez Goldman Sachs. Ça doit bien aller pour eux, ils doivent négocier leur salaire à la hausse tous les 6 mois. Et à chaque fois, ils t'expliquent, bon, ils sont très forts pour t'expliquer aujourd'hui ce qui s'est passé hier, mais d'une incapacité totale à prédire ce qui va se passer ou à sortir des lieux communs. Mais franchement, c'est hallucinant. Alors les gens croient plus ou moins, mais aujourd'hui, non, politique et médias sont quand même, si on regarde les sondages Odoxa ou autres, sont vraiment les 2 catégories qui sont complètement décrédibilisées dans l'opinion. Je ne crois plus. Oui, dans les sondages, il faut pas y croire. Déjà, c'est pris sur des panels de 1100 personnes. Pour moi, c'est très peu représentatif. Hein. Et avec ça, on te met en tête que la personnalité la plus aimée, voilà, c'est un tel. Donc, si tu l'aimes pas, tu rentres pas dans le panel. Hein. Oui, tout à fait. Non, c'est hyper sélectionné, c'est hyper. Et la personnalité la plus détestée. C'est hallucinant, hein, que moi, moi, tu sais, il y a quelques années, je me suis dit très sérieusement, on va revenir à une période type les années de plomb, comme style les Brigades Rouges ou la bande Abadère, parce que les politiques sont allés trop loin dans le mensonge. Cette histoire de crise économique laisse tellement de gens sur le carreau, quoi. Tellement, mais je t'assure que, enfin, c'est quand même monstrueux. Ça a été un Hiroshima économique et c'est loin d'être terminé, hein. Puisque bon, là on nous vend le paradis, bon, la bulle verte, alors la fameuse bulle des Ernest, ce que j'appelle la bulle verte, puisqu'on est dans une économie de bulle, donc la seule bulle capable de refaire partir l'économie mondiale, c'est effectivement la bulle verte. C'était le grand show de la COP 21 d'ailleurs. Tu remarqueras d'ailleurs que notre ami Hulot, il n'a pas voulu aller se compromettre dans le, il n'a pas voulu. Super ministère ok. qu'il a proposé, hein. Qui était un ministère, pourtant, lui proposait numéro 2 du gouvernement, en liaison avec Bercy. Mais pour que ça marche, la bulle verte, si tu veux. Alors je te coupe parce que justement, il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le terme bulle. Une bulle de si. Alors, on voit souvent des économistes parler de bulle, mais je suis sûr qu'il y a une bonne partie qui. Bon, tu parles de ça, ils captent, mais. Verte, si tu veux, au niveau économique, ce sont c'est un petit peu comme une bulle physique, quelque chose qui gonfle sous l'effet de l'argent qui est investi dedans.
Donc dans les années 2000, on a eu ce qu'on appelait la bulle Internet. Donc d'un seul coup, tout le monde se souvient, tout le monde, il y avait des startups partout, tout le monde investissait dans des startups. C'est vite retombé, ça. Après, on a connu, et on y est toujours, puisqu'elle n'a pas véritablement explosé, la bulle immobilière. Chacun a pu voir les prix de l'immobilier se multiplier. Ouais. C'est bien simple, quand le PIB de la France, le produit intérieur brut de la France augmentait de 50% les 20 dernières années, l'immobilier augmentait de 178%. Donc quand il y a un fort décalage entre la richesse qui est créée d'une part et la valeur que prennent les actifs, ça veut dire qu'il y a une bulle. C'est ça la bulle. Donc aujourd'hui, là, la bulle, ce qu'on essaie de faire, on essaie de diriger les investissements dans une direction, au niveau des entreprises, au niveau de l'État, c'est la bulle des énergies renouvelables. Parce que c'est la seule qui est capable de recréer des emplois en masse. Et en plus, bon, si tu veux, faut bien qu'on vende quelque chose aux populations, si tu veux, puisqu'en gros, c'est le moyen de dire aux enfants, ben, c'est pour vous l'unique occasion de reconstruire tout ce que vos parents ont détruit. Parce que là, on laisse un monde en lambeaux. Chaque enfant est endetté, la planète est polluée, on n'a fait gaffe à rien. Donc la bulle verte, c'est les énergies renouvelables, non polluantes, c'est la nourriture bio, alors qu'on nous a fait grossir et maigrir en bouffant n'importe quoi, en bouffant des trucs sur lesquels il y avait encore un excellent reportage là cette semaine sur les vins remplis d'insecticides là, avec tous les gamins en France, hein, dans le Bordelais, hein. On est tous intoxiqués par les Monsanto, les Bayer, etc. et compagnie, hein, enfin par les lobbies. Donc voilà, il a été estimé à un moment par ce que j'appelle la money power, donc que le seul truc qui pouvait faire la prochaine bulle, ce serait la bulle des énergies renouvelables. Là, on allait créer des milliers d'emplois, des centaines de milliers d'emplois dans la transition énergétique. Manque de peau, alors manque de peau, parce que c'est bien la preuve que rien. Alors moi déjà à l'époque, il y a 5-6 ans, je disais ok, bon, mais la bulle verte, le consommateur est contaminé, c'est pas étonnant, le mec qui boit du coca depuis 20 ans, tu vas lui dire faut boire de l'eau, ou même de dire acheter bio, toi, chez Naturalia, c'est bien beau, mais il faut quand même avoir le pouvoir d'achat qui va avec, hein, parce que ceux qui sont gros dans l'autre société, qui fabriquent des obèses à tour de bras, l'obésité est en fléau pire que l'alcoolisme, hein, rappelons-le. Oui, exactement. En France, hein. Et pourquoi ceux qui sont gros, bah, c'est les pauvres, parce que ce sont les pauvres qui mangent mal. Qui mangent mal, bien sûr. Du pognon, ils mangent bien, ils mangent bio, etc. Là, effectivement, donc eux, ils sont minces, si tu veux. Aujourd'hui, l'autre fois, je sais pas, quand on échangeait autour du cercueil en carton, qui est écologique, biodégradable à 350 €, bah, finalement, c'est pas passé, hein, le cercueil en carton. La réalité, tu vas dans les banlieues, ils n'arrivent plus à les faire entrer dans les cercueils. Ils n'arrivent plus à les faire entrer dans les cercueils, hein, à cause de l'obésité. Hein. Ouais. Donc non, le cercueil en carton, bioécologique, biodégradable, ils n'ont pas voulu. Parce que ça aussi, c'est une digue. Tiens d'ailleurs, là, je fais une petite aparté de 5 minutes. Oui. Puisque cette année, ça a vraiment été, ça a failli être mon enterrement, comme tu le sais, il y a peu de temps, mais j'ai été renvoyé dans le monde des vivants, mais j'ai encore perdu un ami, Pierre Rafline. On en parlera peut-être si tu veux, il faut qu'il l'expérience dans une prochaine émission. Voilà. Et juste pour dire que là j'ai compris le business des pompes funèbres, c'est-à-dire que on te facture au centimètre, c'est-à-dire que on appelait sa veuve, là, j'étais là, hein. Oui, alors vous nous devez tant, il faisait 1,96 m. Et bon, Ingrid Naour, qui est une écrivaine aussi, elle a répondu, bah, je sais bien qu'on est plus grand mort que vivant, mais il faisait 1,91 m, il faisait pas 1,96 m, donc je paye pour 1,91 m. C'est terrible, hein, on essaie de te bananer, toi. Mais ça fait penser au BD de Lucky Luke, où on voit toujours le croquement en train de mesurer le gars qui va se prendre une balle. Donc la bulle verte et manque de peau, qu'est-ce qui se passe? Le pétrole qui s'écroule. Alors là, le pétrole, parce que tout le monde rigolait, toi, le pétrole de 100 à 100 $, on se retrouvait avec le pétrole à 30 $. Et certains, même comme Goldman Sachs, ont même fait des documents de travail très sérieux disant qu'on risquait de finir le pétrole à 20 $. Alors évidemment, là c'est dramatique. C'est dramatique pourquoi?
c'est dramatique parce que, t'imagines que ça facilite pas la transition énergétique, parce que qui va investir dans dans des énergies renouvelables au moment où le pétrole est à 30 dollars? Personne. Le pétrole a jamais été aussi peu cher. En plus, le pétrole pas cher, enfin pour des gens comme nous. Enfin, si tu veux, ça a été extraordinaire. Même pour des pays comme la France, c'était extraordinaire à la fois pour les consommateurs en termes de pouvoir d'achat, mais aussi pour les entreprises. À l'export, ça a pesé pour 20 milliards d'euros. C'est pas rien, si tu veux, tu vois. Donc c'est tout bénef. Par contre, c'est une catastrophe pour tous les févriers, pour tous les pays producteurs. Alors, bon, bah, le Brésil, alors là, c'est la cata absolue. L'Algérie, bah là, tout le monde s'inquiète, hein, parce que là, l'Algérie, pareil, le gaz, etc. C'est la situation tu vas en entendre beaucoup parler de la situation d'Algérie, ça va devenir véritablement aussi très très inquiétant. Bon, bah, la Russie et compagnie. Et donc voilà, donc on est dans une situation où tous les pays émergents, ce qu'on appelait les pays émergents, sont en fait devenus de nouveau les pays engloutis en quelque sorte. Oui. Et alors le sommet du sommet, c'est les USA, alors qu'on nous bassinait depuis des mois et des mois. Oui, regardez, 5% de chômage, c'est reparti, c'est formidable, etc. Oui, il y a quelques semaines. Ça peut repartir grâce au gaz de schiste. Alors là, à 30 dollars, eh ben, le problème c'est que le gaz de schiste, si tu veux, c'est plus rentable. C'est plus rentable. Et le pétrole n'est plus rentable, le pétrole et le gaz de schiste. Donc aujourd'hui, on est dans un truc où tout ce qui sort du sol, tu gagnes moins en le vendant qu'en l'extrayant. Tu vois un peu, la problématique. Ouais. Et alors évidemment, comme tout ça a fait l'objet, un petit peu comme les subprimes à l'époque, d'instruments d'assurance, ce qu'on appelle les CDS, les crédits défaut swap, c'était assuré, etc. Et on ne sait pas qui achetait ça dans la nature, et il est probable que ça soit des banques européennes, peut-être même la BNP ou la Société Générale. Hein. Et ben on est peut-être à l'aube encore d'une crise, une petite banane qu'on estime entre 1600 et 2000 milliards d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Tiens, la Société Générale, tu penses que ce rebondissement dans l'affaire Kerviel, tu penses que ça va aboutir à quelque chose Non, ça ne va aboutir à rien. Ça ne va aboutir à rien, parce que bon, c'est évident qu'il a raison, si tu veux. Oui, mais dans le fond, je pense aussi. Oui. On a laissé jouer tant que ça fonctionnait. Mais bon. Le pot de terre restera le pot de terre, le pot de fer aussi. Voilà, non, mais à ce niveau-là, on peut pas. C'est vraiment la période, compte tenu en plus que ce que je viens de te dire au préalable avec l'histoire des CDS dans la nature, parce que toute cette recapitalisation des banques, toute cette masse de liquidités que leur a fini la BCE, beaucoup a été investi non pas en Europe, mais dans les pays émergents ou dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Puisque comme les États-Unis ont remonté leur taux pas beaucoup, de 0,25, de 0,25 points de base, mais c'est mieux que zéro, donc pour rémunérer le capital. Donc normalement, le fait que les États-Unis arrêtent les taux zéro pour mettre à 0,25, si tu veux, si la situation avait été si bonne que ça, eh ben normalement le dollar aurait dû monter par rapport à l'euro. Et ben c'est l'inverse qui s'est passé. Le dollar a baissé par rapport à l'euro. Alors donc ça prouve bien que le non-dit est devenu plus important que tout ce qui est dit, et que derrière toute ce qu'on appelle cette forward guidance des banques centrales, puisqu'on est devenu en fait aujourd'hui tu as un espèce de pouvoir suprême qui sont des banques centrales, qui sont là pour réassurer les États, racheter les dettes souveraines des États, et puis nous on dépend de ça, quoi. On dépend de ça, on est des pantins assistés par ordinateur, on est devenu ça. Des PAO. Mais exactement. Mais le meilleur est à venir. Alors tu conjugues donc, si je résume, toi, la bulle verte, donc qui est loin de pouvoir prendre, parce que le consommateur est contaminé, ça coûte très cher, l'agriculture, même l'agriculture bio, t'es bien placé pour le savoir, enfin,
et même consommer bio. Moi, je le vois sur les quelques marchés bio qu'on a à Paris, etc. Ou même dans les magasins bio. C'est pas les mêmes prix que chez Leader Price, quoi. Oui. Il y a quand même, faut avoir les moyens de bien manger. Ça coûte effectivement très cher. Ça coûte un paquet de pognon, quoi. Est-ce qu'on peut revenir sur cette année 2015? Est-ce que tu peux en mesure de faire un genre de bilan sur cette année qui vient de s'écouler, avec qui a aussi mal commencé que mal fini, hein, sur certains aspects. On avait évoqué ça dans cette émission entre guillemets ratée qu'on est en train de se refaire un petit peu aujourd'hui, où tu m'avais énuméré des termes comme du parloir au comptoir, les héros des bistrots. Oui. Oui, Et oui, terrassons, l'a mis en terrasse. Voilà, si tu pouvais un petit peu expliquer ta pensée là-dessus. oui, c'était le Made in France. Hmm. C'était à propos du Made in France, du parloir au comptoir. C'est quand après les attentats, si tu veux. On parle de ce novembre. Hein. Ouais. Ouais, on a commencé à nous dire boire en terrasse était devenu un acte de résistance. Enfin, là, je dis, il faut quand même pas faut savoir de quoi on parle. Il y a, euh, boire en terrasse, c'est pas un acte de résistance. On n'est pas Jean Moulin parce qu'on boit un demi, Oui. on boit un demi en terrasse. On est un mec qui boit un demi en terrasse. C'est tout. Et donc là, d'un seul coup, c'était encore le style de marketing qui rejoint le Made in France et compagnie. Nous n'avons pas peur, etc., etc. Donc, c'est là encore, là encore, si tu veux, on voit bien que les digues, ce que j'appelle les digues, sautent les unes après les autres. Rappelle-toi, en fait, le terrorisme est devenu un petit peu ce que j'appelle le Deus ex machina. Toi, puisque bon, maintenant les politiques doivent justifier d'une action. Comme les gens ont compris que sur le plan de l'économie, finalement, bon, entre la gauche et la droite, il n'y avait plus une différence énorme. Ce qui a fait sauter aussi d'ailleurs la digue avec l'extrême droite, puisque maintenant les gens se disent que finalement l'extrême droite c'est pas non plus si terrible que ça par rapport à la droite Hmm. ou même par rapport à la gauche, puisque en final on voit bien actuellement sur la déchéance de nationalité qui au départ était une proposition du Front National et qui au final Et finalement, atterri, sera bien une sûr. proposition qui sera fait voter par la gauche, quoi. Donc l'écart idéologique, si tu veux, bon, aujourd'hui on est dans le règne absolu de l'économisme. C'est l'économisme triomphant, la pensée libérale ou social-libérale. Mais bon, en fait, si tu veux, la logique du truc, c'est l'économie est libérale et de temps en temps, pour les populations éreintées, pour qu'elles se remettent de période libérale, eh ben, on pratique le social-libéralisme. Toi, c'est comme Hmm. ça que ça s'est passé en Angleterre, c'est comme ça que ça se passera ici. Toi, quand les gens sont trop éreintés parce qu'on a dû les faire travailler plus pour gagner moins et tout le bordel, être mobile géographiquement, s'adapter à tout, être employable tout au fond de leur vie, quand ils en peuvent plus, qu'ils ont déjà divorcé 10 000 fois et compagnie. Bon, on fait un peu de social-libéralisme, allez, vous allez souffler un petit peu, et c'est comme ça. Mais ce Là, c'est social-libéralisme, le c'est... suprême maintenant qui est le Hmm. terrorisme. Alors là, voilà, c'est le Deus ex machina. Donc, les politiques sont là pour nous protéger contre le terrorisme, puisque, bon, sur le plan de l'économie, bah, les gens ont compris qu'ils ne pouvaient plus rien faire. C'était pas eux qui décidaient, quoi. Le capitalisme financier est plus fort que le marketing djihadiste. Bien sûr, mais il est plus fort. Il est plus fort. Tu sais, toi qui s'intéresse, tu sais que moi récemment, je me suis intéressé beaucoup à tout ce qui était un type, Jaron Lanier, qui est un anti-singulariste. La singularité, c'est le transhumanisme, c'est le patron de Google, justement. Ben, on va y venir après, parce que j'ai prévu un petit chapitre sur ça. Parce que je sais Ah, que d'accord. voilà, On t'as en pas mal écrit parlera. sur le transhumanisme, parce que c'est un gros sujet, hein, et je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur, et puis Oui. même qui mériterait même carrément une émission entière à la limite. Oh là là, C'est- oh là là. Et Euh, ça devient, si tu veux, en fin de compte, on en parlera tout à l'heure, mais oui, la seule alternative par rapport à, en tant que système, par rapport
par rapport à la religion, si tu veux, toi. Mais oui, le libéralisme a triomphé partout, le capitalisme financier a triomphé partout. On le voit bien aujourd'hui, puisque malgré ces centaines, t'imagines qu'on en est quand même à 280 000 milliards de dettes dans le monde, dans les pays occidentalisés. 280 000 milliards. L'unité de compte, c'est le millier de milliards. Mm. Et ben malgré là, toutes les banques centrales ont investi des milliers de milliards, l'économie n'est jamais repartie depuis 2008. Quant au Japon, ça fait plus de 25 ans qu'ils sont là-dedans, dans ce qu'on appelle la trappe à liquidité, où les investisseurs n'investissent plus, les consommateurs ne consomment plus. Ben, ils n'en sont jamais sortis malgré des milliards de yens qui n'ont servi à rien si ce n'est à bétonner le Japon. Donc la situation, et aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que plus personne n'a de solution. Autrefois, il y avait des solutions, toi. Par exemple, pour que les gens comprennent bien, je vais prendre un exemple simple. Un maçon cherche du boulot, il se rend dans une entreprise de maçonnerie, on lui dit, et le patron lui dit, bah écoutez, moi je vous embauche très bien, vous êtes compétent, mais je n'ai pas de demande. Bon bah le type rentre chez lui, puis comme il est prêt à bien faire, il va même à sa banque, il dit bah vous pouvez pas me prêter de l'argent, comme ça je vais pouvoir acheter, pour pouvoir faire des travaux de maçonnerie, quoi. Et puis ça le mec m'embauchera. Puis la banque lui dit bah je peux pas vous prêter puisque vous êtes chômeur. Autrefois, il y avait un économiste qui était le plus grand économiste de tous les temps, qui s'appelait John Maynard Keynes, qui avait dit bah, on va faire un choc de demande, un stimuli monétaire qui fait qu'on va passer de l'argent au mec qui est tout en bas, et cet argent, il va le foutre dans la consommation, et ça va relancer le tout. Et aujourd'hui, vu l'endettement, si tu veux, l'endettement est tel que on a décidé de faire l'inverse, de passer, non pas, c'est pour ça que tu entends sans arrêt parler, c'est de la politique de l'offre. On n'est plus dans la politique de la demande, on a rompu avec le keynésianisme, on est dans la politique de l'offre, c'est-à-dire on essaye de développer les offres des entreprises en se disant, bah, si les entreprises développent des nouvelles offres, bah, les consommateurs les achèteront. Mais le problème, c'est que les consommateurs n'ont plus de ronds. Ils ont été laminés par la crise économique. Ils ont été laminés parce qu'ils sont au chômage. Et voilà, donc ils ne peuvent plus consommer. Et depuis le keynésianisme, eh ben, on n'a rien inventé. On n'a rien inventé depuis. Ce qui fait qu'on est dans une trappe à liquidité et rien ne peut se résoudre sans croissance et surtout sans emploi. Alors je rebondis sur une question que quelqu'un m'avait posée, un membre de l'émission. D'ailleurs c'est une question que j'allais aborder aussi avec toi. On a entendu souvent parler de personnes. Enfin, déjà il y a des pays qui ont mis en place ou alors qui ont projet de mettre en place ce fameux revenu minimum universel. On va y venir. Ouais, ce fameux revenu minimum universel, bien sûr, c'est il y a beaucoup de gens qui l'accueilleraient très bien, mais je me demande dans le fond si c'est pas une belle carotte empoisonnée, ça. Non. Du genre, on te file un revenu, un revenu minimum par un État, par un système, mais tu es amené qui après universel, mais c'est quand même reversé par un État. Mais les États en dessous, enfin en arrière-pensée, veut dire on te file ce revenu minimum, consomme, dépense, mais vote pour nous, parce que si tu votes plus pour nous, ton revenu tu ne l'as plus. Si c'est un autre gouvernement qui prend le relais. Non, mais ça c'est si tu veux, bon, déjà c'est un revenu. Alors après si c'est universel, bon. Déjà c'est un revenu universel, c'est-à-dire que tu sois riche, que tu sois pauvre, dès que tu nais, le principe c'est que de ta naissance à ta mort, tu as un revenu universel. Bon, déjà c'est la base, d'accord. Déjà quand on explique bien donc ce que c'est à la base que tu sois riche, c'est sans condition de ressources. Sans condition de ressources, d'accord. Et normalement, si tu veux, il n'y a même pas de catégorie d'âge, quoi. C'est pas à partir d'un âge ou un autre, c'est de ta naissance à ta mort. Bon, la Finlande, là, l'a effectivement adopté parce que il y a tout un pan et finalement, ils n'avaient pas d'autre choix
Alors évidemment, la Finlande, c'est un petit pays, si tu veux. Voilà, c'est pas comparable. 66 millions de Français. La Finlande Et il y a un moment, l'a adopté pour 800 euros. Hein, donc je précise, il me semble, c'est sur les sources que j'ai, pour 800 euros par mois. Hein. oui, oui, tout à fait. Alors en France, de toute façon, à mon sens, on va tout à fait être obligé de l'adopter. Tu remarqueras que des gens qui étaient autrefois des gens très à droite, comme Frédéric Lefebvre, qui est maintenant le représentant des Républicains de l'étranger, qui était quand même le flingueur de Sarkozy, qui se présente aux primaires, il se présente avec ce projet d'allocation. Oui, exactement. Il y a des gens, alors, à la gauche, comme Delphine Batho, qui est à la gauche, on va dire une socialiste d'extrême gauche, de l'extrême gauche du Parti socialiste, qui le demande aussi. Donc, on est obligé. Moi, j'ai eu l'occasion de... je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le gros problème, si tu veux, qu'on a en France, en fait, et qui coûte très, 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 très cher à la France, c'est la formation. Moi, j'ai mangé cette semaine avec un ami, François Bentanan, un type assez courageux qui a monté une association qui s'appelle Zubdeco. Et donc, à cette occasion, où il essaye un peu d'aider des jeunes des quartiers défavorisés, si tu veux, qui souhaitent faire des études de commerce supérieures, en les faisant parrainer par des gens qui font leur trouver des sortes de tuteurs dans ces écoles pour qu'ils puissent aller plus loin. Mettre les stages, oui. C'est un truc... et là, je me suis aperçu à cette occasion que si tu veux, la trajectoire d'un type qui n'est pas formé avec... on a quand même chaque année, attends, ce que je dise pas de bêtises, on a, c'est plus de 150 000 personnes qui sortent chaque année, mais sans aucun diplôme, sans aucune qualification. Et toutes ces périodes-là, si tu veux, sur une période qui mène de 18 à 60 ans, en termes de TVA, d'impôt sur le revenu, ça va coûter à la France 21 milliards par an de cotisations que ces gens ne feront pas tout au long de leur vie, en TVA, en impôts, en frais divers, en frais de chômage, de RSA, etc. Voilà ce que ça coûte. Donc c'est un énorme problème parce que c'est une déperdition de revenus fiscaux énorme. Donc il va bien falloir, un moment, tous ces gens-là, il y a une telle masse de gens qui vient sur le marché du travail, qui de toute façon qui n'est pas, qui ne peut pas être inséré, qui peut pas être inséré, si tu veux, dans le monde du travail. Dans un monde du travail qui, en plus, où la moyenne est terminée, où tu es super qualifié et super diplômé et super bien payé, ou alors tu es sous-qualifié, et là, tu touches le SMIC. Mais si tu touches le SMIC, entre le RSA et le SMIC, si tu veux, il faut mieux rester au RSA, carrément, déjà aujourd'hui. Même, c'est pour ça qu'ils fusionnent avec ils essaient de fusionner avec la prime d'activité. La prime d'activité, ouais, je l'ai venir. Un tout petit plus, parce que si tu fais le compte en accumulant la mutuelle que tu dois prendre, ceci que tu dois prendre, les vêtements, il faut être propre sur soi pour sortir de chez soi, c'est pas... c'est assez paradoxal, mais le travail sous-qualifié, alors qu'on est un des salaires minimums les plus élevés d'Europe, je crois le deuxième le plus élevé d'Europe, c'est à la fois, c'est pas assez pour motiver les gens pour aller travailler, c'est pas assez dans le coût de la vie actuelle s'ils doivent payer tout, mais c'est trop cher pour les entreprises. Donc on est dans un truc qui est un peu insoluble. Donc oui, on va aller un moment on va y aller vers ce revenu. L'allocation universelle qui, elle, a l'avantage, si tu travailles à côté, on ne te vire pas l'allocation universelle. Tu ne cesses pas de la toucher parce que tu travailles. C'est un complément. Tu as ton allocation universelle, et en plus, tu travailles, donc tu touches les revenus de ton travail. D'accord. Et ça va être une grosse réforme, mais en même temps, on va y venir. Ou alors, il faudra faire comme en Hollande ou en Angleterre, où ils ont passé du jour au lendemain 1 million de personnes au statut d'handicapés, finalement, d'incapacité de travail. Parce qu'ils se sont dit, bon ben voilà, ces gens ne seront jamais de toute façon assez compétitifs pour espérer trouver un boulot
Donc on les passe, on leur a filé le statut d'handicapé. Alors c'est une réforme qui va être menée par qui, par quoi, comment, ça on sait pas trop, parce que au vu des élections, il s'est passé entre-temps ces fameuses élections régionales qui ont dressé un tableau assez particulier de la France, avec un Front National plus qu'en hausse. Mais moi, je me pose une question quand même, je te la pose aussi. Est-ce que ces élections régionales n'ont pas été une sorte de répétition générale de ce qui va se passer en 2017? En gros, c'est sachant que la gauche n'est plus vraiment... je pense que les gens ne... je crois très peu que la gauche, même si on rétablisse un petit peu son blason d'ici 2017. Donc on va se diriger vers soit un... Bon là on va avoir les primaires de droite qui vont se passer, donc à coup sûr ça va se passer entre un Sarkozy qui tente de revenir par l'opération mea culpa et un Juppé qui se sent pousser les ailes, le retour du banni, voilà, celui qui, je cite Chirac, le meilleur d'entre nous, qui a payé pour les autres, bien sûr, quand il a eu ses soucis. Et ça va être une élection par dépit, de toute façon, et je dirais même par double dépit. Et un Front National qui risque évidemment de se retrouver, on sent tous arriver, au premier tour, et le grand gagnant, c'est ce fameux front républicain. Exactement. Donc il y a tout l'enjeu pour le Front National est de briser le fameux plafond de verre, ce qu'on appelle le plafond de verre. Oui. Aujourd'hui, donc, ils sont allés à 35-36%. Ils peuvent monter peut-être à 40%, mais ils ne feront jamais plus. Ils dépassent 50%. Donc, où est-ce qu'ils peuvent aller chercher des voix? Chez les agriculteurs, chez les commerçants, chez les artisans. D'une manière générale, chez les gens qui votent déjà plutôt à droite et qui vont briser la digue jusque l'extrême droite. Donc, c'est plus... c'est le discours un petit peu comme Gérard Nicou autrefois, qui était le défenseur des commerçants et qui, avec un discours populiste, avait réussi à fédérer beaucoup de petits commerçants et beaucoup d'artisans. Donc ils ont une possibilité de progression au niveau de cet électorat, mais ça les mène toujours pas à 50%. Donc ils sont assurés d'être au second tour, ça c'est sûr et certain. Et de l'autre côté, toute la stratégie de Hollande, puisque bon, l'histoire de Hulot, ça n'a pas fonctionné, c'est d'espérer qu'une chose, c'est qu'il ait Sarkozy en face de lui. Puisque Sarkozy ou Juppé, parce que Sarkozy étant... Oui, non, parce que Juppé, il perdra face à Juppé, parce que Sarkozy, si tu veux, il y a quand même... Il a plus tellement la cote. Sa personne, si tu veux, qui est telle dans l'opinion publique chez les gens. Et puis il y a des dominos qui s'effondrent autour de lui. Il y a des dominos qui s'effondrent autour de lui au fur et à mesure. Là encore récemment. On peut passer sinon en face de Sarkozy. Oui, voilà. Mais c'est le seul cas de figure où il peut passer. Sinon, n'importe qui à droite battra Hollande. Oui. Que ça soit Juppé ou Fillon. Ou Le Maire même d'ailleurs, je pense. Mais tant qu'il va donc attendre le résultat des primaires. Mais bon, effectivement, si c'est... mais de toute façon, si on se retrouve, c'est un truc Juppé, imagine si on se retrouve un truc Sarkozy-Hollande, mais là on est encore devant un déni de démocratie, mais total. Ça prouve que... ça prouve qu'encore une fois que voter ne sert à rien, quoi. Eh ben, si on se retrouve... N'entendent pas le peuple qui leur dit, mais on ne veut plus de vous, vous n'avez rien fait, vous nous avez menti. Surtout... mais surtout, quoi, il n'y a pas eu plus gros menteur. Ils ont échoué sur toute la ligne, ils ont été incompétents sur toute la ligne, et ils arrivent à se représenter. Non, mais attends, c'est quand même, là, ça veut dire qu'il y a quand même un méga problème, quoi. Il y a quand même un méga problème qu'il faut changer, quoi. Ben, il n'y aurait pas plus de démocratie. En plus, si on se retrouve devant un cas de figure, par exemple, Juppé-Le Pen en face, parce que là, on sait qui est le gagnant. Oui, ça, donc où est la démocratie là-dedans? Parce que là on te présente un candidat par défaut, donc c'est lui ou lui, quoi. Il faut avoir un modèle, tu sais, un petit peu comme Podemos en Espagne, un modèle dans lequel on peut révoquer à tout moment les gens qui ont été élus. Voilà. Un modèle, ça c'est un vrai modèle démocratique. On peut mettre quelqu'un au pouvoir et par référendum, et à un moment, on peut révoquer la personne à tout moment. Voilà, si on juge qu'elle n'est pas compétente.
voilà. Alors, c'est bon, ceux qui sont contre disent oui, ça va créer de l'instabilité, ceci, cela, mais moi je vois pas d'autre solution. Parce que sans arrêt élire des gens qui prennent des engagements, alors là, il y a Fillon, bon, il a mis ses 100 mesures qui sont à peu près, on retrouve à peu près les mêmes chez Juppé, hein, de toute façon, mais c'est bien, tout le monde veut diminuer voilà, faire 100 milliards d'économies, même quand même, mais tu les fais comment, les 100 milliards? Tu les fais pas sur la défense, tu les fais pas. À chaque fois, c'est des jeux d'écriture, c'est des négos avec Bruxelles. Et puis, là, bon, on a toujours là, on a quand même la capacité. Il faut pas oublier qu'on emprunte de l'argent à taux zéro, voire à taux négatif sur les marchés, parce que la France, malgré tout, reste un créditeur extrêmement solide. Donc, et malgré tout ça, on n'arrive même pas à rembourser les intérêts de la dette. Hein. Malgré tout ça, on n'arrive même pas à rembourser les arrêts. Alors qu'on on emprunte de l'argent gratuitement. Alors, imagine voire à taux négatif. Donc, on rembourse moins que ce qu'on a emprunté. Donc, on laisse aller. On peut encore laisser aller des déficits sans que ça nous pose de véritables problèmes. Hein. Non, la situation est vraiment catastrophique. N'ayons pas peur des mots. Que ça soit les milieux financiers, ou comme je te disais tout à l'heure, tout le monde c'est en sous-main, s'attend à des incidents majeurs, sans parler de la Chine qu'on n'a pas évoqué, mais où là, la Chine, bon, ça fait des années qu'on sait que là, c'est la deuxième économie du monde, hein, dont on sait que les chiffres sont truqués depuis des années. Moi, j'y étais allé dans les années 2000, j'avais vu comment ça fonctionnait, mais j'avais jamais vu ça de ma vie. Donc, mais bon, on fait sans truc jusqu'au moment où ça craque. Donc il y a ça, puis au niveau politique, quand tu vois le bordel avec les taxis, les VTC, un petit bordel, ça c'est un bordel à 8 milliards, c'est pas un bordel énorme. Enfin, c'est déjà un bordel à 8 milliards, c'est-à-dire est-ce que l'État va prendre la décision de racheter les licences de taxi ça coûte 8 milliards. Voilà ce que ça coûte de racheter. On leur dit, parce que c'est mort pour les taxis. Ceux qui ont acheté leur licence en dernier, c'est un petit peu comme, c'est pas comme l'avion ou tous ces trucs-là. Si tu mets, bon, tu sais, quand tu te passes la balle et puis c'est la patate chaude. Oui. Ceux qui ont la licence là en ce moment, aujourd'hui, ça valait 250 000 euros. Bon, bah, aujourd'hui, c'est. Je sais qu'une licence est extrêmement chère, hein, parce que c'est un long investissement. Ça vaut 0 francs, 0 centimes, quoi. Ouais. 0 euros, 0 cents, ça ne vaut plus rien. Qui investira dans une licence taxi en face, et t'imagines en face d'Uber, et on n'a même pas en plus le concurrent d'Uber, c'est même pas encore installé en France. Quand il va s'installer en France, c'est un concurrent qui pratique encore des prix plus bas. Alors là, je t'en parle même pas. Quoi. Et oui, mais la France a un poil dans la main. Je cite Gérard Longuet. Je sais que tu as fait un petit billet là-dessus. Gérard Longuet qui, si on retrace son pédigré, c'est quelqu'un, Gérard Longuet, il a quand même pour quelqu'un qui se fait des leçons de morale. Occident chrétien. Oui. Quand même, il a pas mal de batteries casseroles derrière lui, hein, le monsieur. Oui, c'était la France. Ah oui, mais quand je suis tombé sur la chaîne parlementaire, c'était très drôle parce que c'était à la limite du sketch. Il dit non, mais il faut le savoir, le français est feignant. Vous savez, le français au Pôle emploi, il dit « Ah non, c'est trop loin, c'est trop dur. Ah, vous comprenez, moi j'ai été formé pour faire du théâtre, alors on me propose de faire du commercial. » Évidemment. Ça avait un côté, le poing dans la main. Bah oui, non, mais c'est comme ça. Faut que M. Longuet, faut qu'il s'habitue. Oui, effectivement, on a peut-être un poil dans la main, mais on n'est pas prêt à faire n'importe quoi pour... non. Quelles conditions? Tu avais appelé ça. C'est quand même le beau-frère de Bolloré à qui il avait promis la privatisation de la CETA, donc il n'est pas blanc comme neige non plus, le père Longuet. Et il y a eu cette fameuse vague, c'est au réveillon en Allemagne. Tu as fait aussi un billet là-dessus qui s'appelle Sex and the Migrants. Oui, bah oui. Parce que d'un seul coup, la politique de la main tendue est devenue la politique de la main aux fesses. Si oui, voilà. Je voulais t'en contredire. Ça, c'est pareil, tu sais, c'est quand même le truc des médias.
Tu sais, d'un seul coup, on nous présente, oui, alors les migrants, c'est extraordinaire en Allemagne, ce sont tous des ingénieurs, des docteurs, c'est extraordinaire ce qui va se passer. Tu sais, on est incapable de Oui, dire la oui, c'est une vérité. élite. Oui, oui, c'est Simplement, ouais, ouais. non, il y a tout, quoi. C'est comme une population, tu as 1 million de personnes qui arrivent sur un truc, bah, tu as tout dedans. Il y a des gens qualifiés, il y a des gens non qualifiés, c'est des gens qui ont fui la guerre, c'est tout, un point barre. Mm. Il y a du bon, il y a du moins bon, c'est à l'image de l'espèce humaine. Et là, d'un seul coup, c'est devenu. On est passé évidemment de la petite de la main tendue. Là, là c'était plus des docteurs ou des ingénieurs, c'était des voleurs et des violeurs. C'était les jeunes pubères. Ah là 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 Mais là, bon, mais il y a eu pas mal. Enfin là, on en rigole, mais il y a eu pas mal d'agressions. alors après, c'était la Suède, c'était bon la Finlande aussi. Enfin bon. Alors et là, d'un seul coup. Alors là c'était en 1 semaine, tout a basculé. D'abord, il y a eu le Danemark qui a fait, qui a Oui, dit bon bah c'est bien simple, nous tous les mecs au-dessus de 1500 euros, on saisit tous les biens au-dessus de 1500 euros. terminé. Donc là, ça c'était quand même donc hop terminé. La Suède qui a dit bah nous on en renvoie 80 000, ce qui est quand même pas mal. Hein, Et ça fait un chiffre quand même, oui. ouais, on sait même pas d'ailleurs par où ils vont partir parce que Mm. enfin, donc là, non, là sur l'enthousiasme sur les migrants est quand même retombé, quoi. Oui, un peu, oui. Mm. Et ce début, enfin, on va revenir à un sujet un peu plus culturel avant d'aborder le transhumanisme. Ce début d'année qui a été, autant le début 2015 a été une hécatombe au niveau des caricaturistes, bon, à coup de Oui. Kalachnikov, autant le début d'année de 2016, une hécatombe aussi, là un peu plus lié à la maladie, au cancer. On a eu Monsieur, bon, dirais-je, à cœur, Monsieur David Bowie, il y a eu, bon, dans le populisme, il y a eu Galabru, Lemmy, de chanteur de Motorhead, Oui. homme qu'on croyait immortel quand même, avec tout ce qu'il Ouais. avait dans le sang. C'est-à-dire qu'il y avait une fameuse légende, bon, ceux qui ne connaissent pas, donc Lemmy Kilmister, voilà, me semble-t-il, pour bien prononcer le nom, la fameuse légende autour de lui était que, à force de consommer tout et n'importe quoi, les substances les plus illicites et les plus étranges qui soient, il n'avait plus trop de sang humain dans son corps, quoi. Oui, mais si tu veux, bon, alors les Mickey Mister, lui, si tu veux, c'est parti de ces gens dont effectivement on s'étonnait. Moi, je l'avais suivi un peu même d'avant, Motorhead, il jouait dans un groupe qui s'appelait Hawkwind, je sais pas si tu Au te rappelles. coin, ben, bien sûr, oui, Oui, oui. c'était une espèce de. Groupe C'est bizarre, hein. krautrock, je sais pas, c'est un genre de rock psychédélique Ouais, voilà, spatial. on peut dire ça, quoi. Oui, voilà. Et alors, il expliquait ça comment, parce on était quand même assez étonné que ce mec-là, évidemment, ait pu traverser toutes ces périodes. Mais il disait, mais moi, ce que j'ai surtout pris, finalement, c'est des amphétamines, ou du speed, Hmm. et du Jack Daniels. Après, j'ai pris à peu près toutes les drogues, mais je n'ai jamais pris d'héroïne. Donc, il expliquait ça par le fait, en fait, d'avoir pris tout sauf l'héroïne, si tu veux. Hmm. Ce qui fait qu'il a vécu relativement longtemps. Bowie, bah, c'est différent. Bowie, Oui, 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 il va on séparer. avait fini par croire qu'il était, pour le coup, immortel. Hmm. C'est un cancer du foie, alors ça, tu remarqueras. De toute façon, dans le rock'n'roll, on me reçoit le plus souvent, c'est le foie. Bon, bah, Lou Reed, notre ami. Lou Reed aussi, oui. Lou Reed, c'était le foie aussi. C'est soit des hépatites C, évidemment, puisque mal soignées ou ce qui est souvent le syndrome des gens qui ont shooté, si tu veux, évidemment, tu as le foie malade. Hein. Mm. Donc c'est essentiellement lié euh, à l'héroïne, tout ça. C'est l'héroïne qui a fait le plus de dégâts quand même dans le milieu du rock'n'roll. Mais Bowie est passé par l'héroïne aussi, période 74-75, période Oui, bien sûr, bien Los sûr, Angeles. bien sûr. D'ailleurs, en survivance, d'ailleurs, par instinct de survie, il a de suite déménagé de Los Angeles pour... bon, c'était pas mieux avec Iggy Pop pour aller s'installer à Berlin, où il a fait cette fameuse suite berlinoise, ces 3 albums, Eagles, Low et Lodger.
Ah ouais, Et tout à fait. d'ailleurs, il y avait pour le citer, il avait dit un truc. On a fait pour s'échapper de l'héroïne, on est allé avec Iggy Pop à Berlin, qui était la capitale même de l'héroïne, qui était la capitale même du deal hein, à cette époque-là. Ah ouais. Mais c'est là où on a peut-être parmi ses meilleurs albums en plus. Ah Hein. ben oui, oui. Et d'ailleurs, je dois dire quand même son dernier en date, Black Star, revient un petit peu sur ce style Bowie, très expérimental, un style qu'il avait un petit peu fait renaître de ses cendres en 95 avec l'album Outside. Là, on fait un petit peu une partie rock, hein, parce Ah que ouais. j'anime une émission qui s'appelle Culture Rock, donc j'aime bien discuter de rock un peu avec toi, donc on fait un petit aparté dans cette émission aussi sur ça. Son dernier album, donc Black Star, qui est dans le même mouvement. Pour moi, c'est du pur Bowie. Bon, après, on peut pas qualifier Bowie à du Let's Dance. Let's Dance, c'est un album purement commercial. C'est un bon Bowie, mais ça reste un exercice Et commercial qui lui a fait du bien. Mais après, bon, si tu veux, ça reste à l'image de Bowie. C'est quand même une sortie par le haut. Ce que oui, j'appelle oui, une oui. sortie par le haut, c'est-à-dire qu'il fait un album. Là, on est dans le transhumanisme Eh bien, on quasiment va y assez. venir justement. Il fait un album qui s'appelle Dark Star et Black une Star. semaine après, on apprend qu'il est mort d'un cancer. Tu vois, donc Ah c'est quand ben même une c'est, sortie par le haut. C'est pas une sortie. ouais, ouais. Ah Donc ben voilà, c'est pas une sortie comme Bon Scott, hein, il c'est a sûr. scénarisé ça, il a scénarisé sa vie, mais il a également scénarisé sa mort, quoi, jusqu'à la dernière seconde. Oui, oui. Bon, C'est vrai qu'on avait fini par croire moi, je le pense toujours immortel, tu sais. En tant que puriste Bowie, je le pense toujours immortel. qu'il c'était Je fais un déni de sa mort. Donc, et il est peut-être puis, simplement désincarné. Hein. Il est peut-être voilà, simplement. moi, j'assume totalement le déni de sa mort. Donc, entièrement. Le Il y a des gens, transhumanisme, il y a des gens qui pensent qu'on peut tout à fait exister sans avoir de corps physique. Hein. hmm. Le Je sais. transhumanisme en marche, Google est notre meilleur ami pour la vie ou pour la mort. Oui. Bah, tu sais que la tête pensante moi je me suis de Google, c'est un type brillantissime que certains considèrent comme un génie qui s'appelle Ray Kurzweil. Hmm. Ray Kurzweil, c'est un type, pour te donner un ordre d'idée, à 15 ans, il avait déjà conçu et créé un logiciel qui apprenait à composer comme les grands compositeurs classiques, comme Beethoven, comme Mozart, etc. Toi. Donc il était à fond dans le transhumanisme et c'est lui qui dirige en fait, puisque lui il attend qu'une chose en clair, c'est de devenir un cyborg. Hein. Peut-être certains disent parce qu'il a très très peur de la mort. Alors, justement, définition même du transhumanisme. Pour, C'est l'homme augmenté. voilà, Si tu veux, c'est de penser que on se dirige vers un homme augmenté robotisé, à la limite. et donc ça induit le transhumanisme induit quelque chose qui est tout simplement la mort de la mort, autrement dit l'immortalité. L'immortalité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir modéliser Ray Kurzweil ou des gens comme Minsky le pensent, et ça fait partie de leur prédiction très sérieuse sur le plan technologique, qu'on peut tout à fait modéliser la pensée d'un homme. Alors donc une fois qu'on l'a modélisée et mise sur un disque dur, bah, on peut tout à fait la transplanter dans un corps. Et donc ce corps fonctionne pareil. Donc voilà, c'est ça qui est passionnant justement par rapport à la discussion qu'on avait si le trans et ça parce que le transhumanisme ça toute la Silicon Valley est régie par ce qu'on appelle la loi de Moore. La loi de Moore, Ah oui, c'est bon, ouais. une loi qui dit que tous les 2 ans les microprocesseurs deviennent tous les 2 ans les microprocesseurs deviennent 2 fois plus petits, 2 fois plus puissants. Hmm. Donc on va pouvoir augmenter bientôt ses capacités intellectuelles par des implants neuronaux. Hein. Ça, c'est comme on l'a fait remplacer des bras, mais aussi remplacer au niveau du cerveau. Il y a déjà des chirurgiens qui sont prêts qui disent qu'ils arrivent à greffer des têtes. Donc au niveau du cerveau, oui, augmenter telles parties du cerveau, c'est tout à fait envisageable. Avec avec des implants plus, implants RFID, tant qu'on y Oui, est. absolument. Et Oui, voilà. des implants RFID, absolument. C'est, Absolument. hmm. Voilà, des puces RFID, exactement.
Ben là, on est dans la notion purement apocalyptique, là, en fin de compte, comme c'est Non, de... c'est la mort de la mort. Mais Hmm. alors la mort de la mort, si tu veux, ce qui est, les deux problèmes que et, et bon, des gens comme Kurzweil pensent que c'est pas à échéance euh, très rapidement. Lui, il pense qu'on va pouvoir vivre jusqu'à 140 ans. Et quand je te dis très rapidement, c'est 2040, quoi. Tu vois, Oui, donc 40 ans, c'est déjà pas mal, hein. oui, c'est déjà, oui. Et avant la fin donc, du siècle, devenir immortel. Ce qui pose évidemment deux questions qui vont être passionnantes, c'est de savoir si dans la mesure où l'homme augmenté dans le transhumanisme devient immortel, qu'est-ce que vont faire nos amis de Daesh ou nos amis de toutes les religions confondues. Je pense pas qu'ils vont ils vont rester assis en tailleur ou à prier si on leur casse le business, parce que ça sera la démonstration que l'âme n'existe pas finalement. Si on peut se transplanter et devenir immortel et produire des hommes augmentés uniquement à partir de machines, donc ça veut dire que toutes les religions Ah peuvent ben voilà, mais le souci là, c'est que ça risque de faire une énorme crise Alors spirituelle. l'autre problème que ça pose aussi, si tu veux, là c'est pour le capitalisme en tant que système, si tu veux véritablement, puisque le capitalisme est un système qui est basé sur la mort, si tu veux, sur le renouvellement des individus. C'est-à-dire, hop, t'as ta vie, t'as une vie, hop, après, hop, tu meurs, tu es remplacé par quelqu'un d'autre à ton poste, c'est un marché de renouvellement. Si on devient immortel et qu'il n'y a plus de renouvellement, comment on fait, quoi? Vers quel système se dirige-t-on? D'ailleurs, il y a des petits signes, il y a des petits, par exemple, l'application, enfin, le système par défaut, enfin, il y a sur la plupart des smartphones, ça s'appelle Android. Oui, Tu vois, c'est pas par hasard, je pense. S'il y a non. des, Mais tu remarqueras, la Google, aujourd'hui, tu sais, Google est passé, c'est devenu la première valorisation de toutes les sociétés du monde, première capitalisation boursière. C'est pas uniquement sur ses recettes publicitaires, c'est aussi sur toutes ses filiales. Tu sais, ils ont mis tout dans une holding qui s'appelle Alphabet, et il y a tous les travaux, toute l'ingénierie qu'ils font dans le domaine du médical et de la dépendance. Moi, j'en parlais à l'époque dans la grande déconnexion. Le projet de Google, c'est de mettre ton ADN dans ton smartphone, et on va te vendre ça comme pour faciliter ta santé, tes radios, ton historique santé sera dans ton smartphone, ton historique consommateur et ton historique santé. C'est par la santé qu'ils vont rentrer tout là-dedans. Le marché de la santé, c'est un énorme marché. C'est normal puisqu'on vit de plus en plus longtemps. Et donc si on vit jusqu'à 140 ans, alors là, t'imagines un peu ce que ça ouvre comme porte. Et ça, c'est tous ces marchés de la santé, de la dépendance, sont des marchés qui ont été ouverts par Ray Kurzweil, qui est le pape du transhumanisme. et Google surveille tout, évidemment. C'est vraiment le prochain gros truc, quoi. Pour moi, il n'y a pas. C'est c'est même au-delà des énergies renouvelables, quoi. Parce que là c'est quand même la promesse ultime, la mort de la mort. Si tu veux, tu peux pas aller au-delà. Le système Google, ce serait pas l'antichrist des fois, Bah, quelque part. Ok. c'est les GAFA, les Ouais. Google, Amazon, Apple. Si tu veux, on a laissé des gens prendre une, euh, une ampleur, on les a laissés grossir, croître, accumuler des données sans même comprendre ce qu'ils faisaient, et maintenant on s'aperçoit qu'ils peuvent couvrir absolument tous les métiers de la Terre. Google peut devenir banquier, Mm. Uber va le devenir, peut devenir agence de voyage, peut devenir, euh, avec toutes les masses de données qu'ils ont sur les gens, Ah ben les masses de tout données, ça, et c'était extraordinaire au départ. C'est que personne n'a vu cette espèce de piège. j'ai l'impression que les gens sous-estiment encore la masse de données qu'ils ont, parce que quand, ne serait-ce que par le système Gmail, La promesse, euh, c'était quoi? C'était génial. On vous donne un moteur de recherche qui permet de chercher, de circuler sur l'Internet gratuit. Voilà. mm. Et c'est très très inquiétant. Mais il y a plein de choses qui sont inquiétantes sur Internet. Wikipédia, c'est très inquiétant aussi. Wikipédia, c'est une espèce de maoïsme culturel. Maintenant, par exemple, tu cherches quelque chose sur quelqu'un, tu vas sur Wikipédia et tu as une donnée. Voilà, monsieur Untel était ici, était ça et ça. Mais bio officiel. Voilà. sans qu'on te dise. Et alors, c'est tellement formaté, c'est pour ça que j'appelle ça du maoïsme culturel,
que ça devient comme une source officielle, quoi. Ah oui, mais c'est Tu dis, bah, pratiquement voilà, ça. telle personne, tac, tac, c'est, voilà, j'ai eu ça dans Wikipédia, donc c'était ça. Parce qu'il y a parfois des incohérences hein, sur Mais Wikipédia. bien sûr, et puis ça Hein. devient le truc officiel, quoi, voilà. Et tout le monde se met à penser comme ça, c'est-à-dire que il n'y a plus de subversion, il n'y a plus de contre-culture, tout devient cette espèce de maoïsme culturel. Et sachez quand même qu'il y a une chose que j'encourage à faire sur Google, c'est les gens ne le font jamais, mais c'est toujours de lire. Bon, il y en a pour une tartine, mais toujours les conditions générales d'utilisation, ne serait-ce que pour Gmail. Et sachez que chaque mail envoyé par Gmail va en big data, bien sûr, dans les serveurs centralisés de Google, Oui, et vos mails sont dans à propriété de Google. Il n'y a aucune confidentialité. non, non. Tout est à propriété de Google. Si vous envoyez des choses confidentielles, bien sûr, bon, ils peuvent pas tout voir, tout superviser, il y a, je reviens là-dessus, et lisez les conditions générales d'utilisation de Google, vous serez très surpris sur, sur les droits de propriété. On sait très bien que c'est pour ça, je reviens un petit peu, même sur l'aspect du bouquin, bon, moi, quand j'ai la crise d'imitation, on l'a mis à zéro, mais rien n'est gratuit, la gratuité n'existe pas sur Internet. Dans les années 80, je ne sais plus quand c'était, 98, quand Microsoft rachète Hotmail, à Hmm. l'époque 350 millions de dollars, il rachète authentiquement une boîte qui, dans sa colonne recette, a 0 francs, 0 centimes. Imagine, c'était Oui. jamais vu à l'époque. Toi, tu montes une boîte, tu as 0 francs, 0 centimes recette, et on te rachète ta boîte 350 millions de dollars. Bon, bah, Ouais. c'est quoi la valeur de la boîte? Bah, c'est les adresses de gens qui ont ouvert des mails et les données clients. C'est ça qu'ils rachètent. C'est des fiches, des adresses email à qui tu peux envoyer, évidemment, Exactement. des propositions. C'est des data consommateurs. Et le big data, c'est ça. Donc, si tu veux, c'est ce parcours client, ce filtrage de toute ta vie. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les gens qui sont dans l'upper, le haut de gamme de l'intellect, qui utilisent des navigateurs qui bloquent les pubs, Le bloc, qui etc. utilisent des technologies, etc., qui ne veulent pas. Souvent des gens qui sont très connus, si tu veux, ou des, D'ailleurs, Google n'est pas très content par rapport à AdBlock. Je pense qu'ils veulent ouais, essayer de il racheter. y a pas mal de gens, si tu Ouais. veux, à un certain niveau, qui se font via des réseaux privés virtuels, mais aussi d'autres navigateurs que ceux qu'on utilise nous, utilisent des tas de systèmes pour ne pas se faire suivre sur Internet et ne pas laisser de traces surtout. Oh, Parce il y a que des ça, systèmes c'est. qui. Maintenant, On n'a pas le choix. maintenant, le VPN est un peu plus répandu, mais bon, le VPN va durer un temps. Mais est-ce que le VPN ne sera pas surveillé un jour ou l'autre? Si, si, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais on n'a pas d'autre foi. Mais ce qui est hallucinant dans cette histoire, c'est que, tu sais, c'est ce que euh, quand tu vois, je sais pas si on en avait parlé de l'histoire Kodak Instagram, ça, c'est aussi, Kodak, c'est oui. aussi, hein? Qui a été. Qui a coulé, oui. Oui, oui. Hmm. Mais c'est quand même hallucinant de penser que Kodak, Les le inventeurs de la créateur de photo. l'appareil photo Inventeurs numérique, de l'appareil photo, oui, c'est pas rien. qui a créé l'appareil photo numérique, qui a eu un moment 400 000 salariés à travers le monde, Ben, alors, ils ont alors creusé leur c'est, propre tombe. Ils ont creusé leur propre tombe en inventant le numérique, en fin de compte. ils ont crevé. Hmm. Et en finale, Facebook, quand Facebook rachète Instagram pour 1 milliard, il rachète une boîte de 13 salariés. alors, alors que Kodak, c'était 400 000. Tu vois le truc, quoi. Hmm. Là, il rachète une boîte. Alors, qu'est-ce qui fait la valeur de cette boîte? C'est pas le logiciel qui est même pas si extraordinaire que ça. C'est pas les 13 salariés, tout aussi brillants soient-ils. C'est les millions de contenus gratuits qu'ont mis les gens. Hmm. C'est ça qui est hallucinant de cette histoire. C'est tous ces trucs qu'on appelle le collaboratif, le ceci, cela. En fin de compte, t'as un mec qui prend les ronds et puis tout le monde qui met du contenu gratos. Et tout le monde le fait sans se rendre compte de ce qu'ils font. Voilà. C'est Ok. ça qui fait la valeur de boîtes comme ça. Et c'est la même chose sur Airbnb, c'est la même chose sur
C'est la même chose sur Uber, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est sur des marchés véritablement scorpionesques, où si Ah, tu veux, scorpionesque. le Ouais. consommateur est en train de se détruire en tant que producteur. Marché scorpionesque et suicide économique. Voilà. Tu es fait un billet Le là-dessus aussi, oui. consommateur se détruit en tant que producteur, quoi. On s'auto-détruit, quoi. On finit par s'auto-détruire nous-mêmes. Voilà. D'ailleurs, j'encourage les gens à lire tes billets quand même, parce que tu as un site, on va dire bon, le site, tu as un nom de domaine qui est vachement long quand même. Tu devrais essayer de le raccourcir, non? Économie. Ouais, non, mais il est. Bon, je pense que déjà, bon, justement, faisons appel à l'ami Google. Si vous tapez Nécrolomie, voilà, vous êtes sûr de tomber Oui. Ah oui, ça, en c'est haut de sûr. page sur le site de Jean-Pierre. Et aussi, il est en raccourci, en lien aussi sur sa page, Ouais, ouais. sur Akasha Web Radio, le site. Ok. Eh bien, on se retrouve pour une prochaine émission. D'ici, on évoquera, on fera. C'est à ta guise si tu as envie d'évoquer un peu plus, de développer un peu plus le sujet du transhumanisme. Oui, ça c'est passionnant. Ça C'est, j'ai et j'ai pas. On développera aussi l'aspect musical parce que si tu oui, veux, le véritable enjeu maintenant où on en est, c'est de savoir si la musique du futur ne pourra être produite finalement que par des hommes augmentés ouais. ou par Le est-ce surhomme qu'en restant nietzschéen. humain, on pourra encore produire la musique du futur. Oui, ça, on est sur des concepts de Nietzsche avec son surhomme. Hein. Ainsi Exactement. par les Zarathustra. C'est Zarathustra, on est en plein dedans. Hmm. Bon, on mettra en place tout ça, tous ces Oui. sujets-là, on travaillera sur ça. Et une émission musicale, moi, il n'y a pas de souci, je suis preneur à 100%, tu le sais bien. Oui, j'ai Euh, trouvé des trucs en plus des titres qui te plairont beaucoup. D'ailleurs, j'avais promis de passer de la musique, mais tu vois, ça s'est pas fait, là, tu vois, on a tellement parlé que j'avais, mais bon, le souci, c'est que l'émission est mis en podcast sur YouTube, et YouTube et les ayants droit, si je passe du Motorhead, c'est mort, Oui. quoi. Au bout de 30 secondes, c'est mort. J'ai mis la petite musique du début d'émission aussi, et quand je l'ai passé, c'était une version cover de HS, et justement, en conséquence, en raison de cause, j'ai passé juste pour le titre, de la cendre à la cendre, HS to HS, de David Bowie. C'est une reprise d'un groupe allemand dont j'ai zappé un peu le nom parce que le nom est très difficile à prononcer. Une reprise électronique. Hein, et Dieu sait que Bowie adorait faire des reprises aussi. Hein. Il était pas mal client pour les covers. Hein, a commencé par son album Pin-Up où il Oui. fait des covers de groupes comme les Who, des groupes qu'il écoutait quand il était avant Oui, grand fan des Who. voilà. Ouais. Ben Jean-Pierre, ben on se retrouve à une prochaine émission et d'ici là, portez-vous bien et nécrologiquement vôtre. Voilà. Allez, Salut Nico, salut Jean-Pierre. salut tout le monde.